Vivre seul, c'est comme rester seul dans une tempête sans abri. Tout le monde court se mettre à l'abri, cherche des refuges empruntés, des distractions pour apaiser la peur. Mais toi, tu décides de rester au milieu du vent, te mouillant jusqu'aux os, sans autre abri que ton propre esprit. Et là, dans le froid le plus cru, sans voix extérieures pour te dire qui tu es ou ce que tu dois faire, commence le véritable entraînement. Parce que la solitude n'est pas absence, c'est révélation. Et seuls ceux qui supportent le silence sans se briser découvrent de quoi ils sont vraiment faits. Cette vidéo n'est pas pour embellir la solitude avec des phrases vides. C'est pour ceux qui se sont sentis brisés en elle, confus, en guerre avec leur propre tête. C'est pour montrer que cette même solitude, si tu arrêtes de lui résister et commences à l'habiter, peut être ta plus grande transformation. Parce que vivre seul ne signifie pas être vide. Cela signifie arrêter de dépendre pour commencer à construire de l'intérieur. Et oui, ça va faire mal. Parce que le silence ne caresse pas, il confronte. Il te jette à la figure chaque partie de toi que tu as évité de regarder. Tes peurs, tes impulsions, tes dépendances émotionnelles, tes mensonges. Mais si tu soutiens le regard, si tu ne te caches pas, c'est là que commence le changement. Personne ne devient fort entouré d'applaudissements. La force naît quand il n'y a personne pour te relever et que tu te relèves quand même. La solitude est le champ de bataille où tu entraînes ton esprit, domptes tes émotions et façonnes ton caractère. Ce n'est pas une étape pour survivre, c'est un rituel pour renaître. Et si tu sais la parcourir avec intention, quand tu reviendras au monde, tu ne seras pas le même. Tu seras quelqu'un qui n'a plus besoin de s'intégrer, quelqu'un qui a appris à se soutenir seul. Parce que tu as compris quelque chose que la plupart ignorent, que vivre seul n'est pas perdre de la compagnie, c'est gagner en présence. Quand tout se tait, apparaît qui tu es vraiment. Le silence ressemble beaucoup à entrer dans une grotte en pleine obscurité. De l'extérieur, elle semble vide, inoffensive, mais une fois que tu entres, tout change. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, jusqu'à ce que tu commences à t'écouter. Là-bas, où il n'y a pas de bruit pour te distraire ni de voix pour te calmer, tout ce que tu as réprimé commence à prendre forme. C'est là que résident les pensées que tu as enterrées, les peurs que tu as maquillées, les vérités que tu as niées. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence totale de soi-même. Et quand tu vis seul, cette grotte devient ta maison. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils trouveront en eux. C'est pourquoi ils le remplissent de musique constante, de réseaux sociaux, de conversations vides, de tout ce qui peut couvrir l'écho intérieur. Mais tôt ou tard, si tu décides de grandir, tu devras éteindre le monde pour pouvoir t'écouter. Parce que la croissance réelle ne vient pas des stimuli externes, mais du courage de faire face à ce que tu as toujours évité. En solitude, il n'y a personne pour soutenir tes murs. Et quand les murs tombent, apparaît ce que tu es vraiment. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est le maître le plus cru et le plus honnête que tu auras. Il ne va pas t'applaudir. Il ne va pas te dire que tout va bien. Il va te montrer les fois où tu as prétendu être bien, les décisions que tu as prises par peur, les fois où tu as cherché de la compagnie juste pour ne pas ressentir le vide. Et cette douleur est nécessaire. Parce que ça fait mal de regarder ce que tu n'as pas guéri, mais c'est 1000 fois pire de continuer à fuir cela. Habiter le silence, c'est choisir de voir clairement. Et la clarté, bien qu'inconfortable, libère. À ce stade où tu vis seul et le monde semble se taire, il y a une opportunité unique. Chaque matin en silence est un rendez-vous avec toi-même. Chaque nuit sans bruit est une fente pour découvrir quelles pensées apparaissent quand tu ne les contrôles pas. Ne sois pas effrayé si ce que tu entends n'est pas joli. Personne ne commence avec un esprit en paix, mais seul celui qui reste, qui écoute avec humilité, peut commencer à s'organiser de l'intérieur. La plupart des gens ne s'écoutent que lorsqu'ils crient. Celui qui apprend à s'écouter calmement prend l'avantage. La philosophie stoïcienne a toujours parlé du pouvoir de l'introspection. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres. Il écrivait pour organiser son esprit au milieu du chaos.
Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler tes jugements, tes pensées, ton dialogue interne. Et cet entraînement commence dans le silence. Pas quand tu es entouré de gens, pas quand tu as un soutien constant, mais quand le seul son est ta respiration et tes pensées qui se heurtent les unes aux autres. La plupart survivent au silence comme s'il était une menace, mais celui qui l'habite avec intention le transforme en force. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, mais tu dois avoir le courage de te poser les bonnes questions. Pourquoi fuis-tu d'être avec toi? Qu'essaies-tu d'éviter? Que se passe-t-il quand toutes les voix s'éteignent et qu'il ne reste que la tienne? Ne fuis pas le silence, utilise-le. Parce que c'est là que l'esprit fort s'entraîne. C'est là que tu découvres qui commande en toi, tes peurs ou ta conscience. Tu n'es pas dans une grotte pour te cacher. Tu es là pour t'écouter. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin de tant de bruit pour te sentir vivant. 2. Crée de l'ordre avant que le chaos ne décide pour toi. L'esprit est comme une pièce sans fenêtre. Si tu ne décides pas ce qui entre et ce qui sort, tôt ou tard, la poussière s'accumule, les objets s'entassent et le désordre te consume de l'intérieur. Personne n'entre là-bas sauf toi, et pourtant, beaucoup permettent que cette pièce interne soit remplie de pensées étrangères, d'émotions non traitées et de décisions reportées. Quand tu vis seul, le désordre ne se cache pas. Il n'y a pas d'excuses, pas de coupable, pas de distraction qui maquille la confusion. Là, tu te confrontes face à face avec la façon dont tu organises ou négliges ton propre monde intérieur. La solitude a cette cruauté. Elle transforme chaque acte en reflet de ton état mental. Les vêtements non pliés, la vaisselle non lavée, le réveil que tu repousses, tout parle de comment tu te sens à l'intérieur. Et le problème n'est pas le désordre physique, mais ce qu'il représente. Parce que lorsque tu laisses l'environnement décider pour toi, lorsque tu permets au chaos de s'installer, ce que tu dis, même en silence, c'est que tu as abandonné. Que tu ne crois pas que tu mérites la clarté, ni la structure, ni la paix. L'ordre, dans la vie de celui qui vit seul, n'est pas une obsession esthétique, c'est une déclaration de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, mais de marquer ton territoire dans ton propre esprit. De te prouver que tu peux maintenir un rythme, créer une routine, construire une structure qui ne dépend de rien ni de personne. Parce que dans le chaos, vit l'anxiété, le doute, la perte de direction. Mais l'ordre, bien qu'il semble simple, est une ancre. Et lorsque le monde extérieur est agité, cette ancre te sauve de naufrager dans tes propres pensées. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de ce que tu peux contrôler. Et en solitude, ce contrôle commence par ce que tu fais de ton temps, de ton corps, de tes habitudes. Tu ne peux pas contrôler la tristesse, mais tu peux faire ton lit. Tu ne peux pas contrôler l'incertitude, mais tu peux sortir marcher à la même heure chaque jour. Tu ne peux pas contrôler le passé, mais tu peux écrire ce que tu ressens et transformer le chaos émotionnel en mots. C'est le genre d'ordre qui non seulement organise l'environnement, mais organise ton caractère. Créer de l'ordre ne signifie pas vivre rigide. Cela signifie avoir le courage de prendre des décisions conscientes avant que la négligence ne te façonne sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas facile, parce que lorsque personne ne te voit, il est tentant de lâcher la corde, tout remettre à plus tard, manger n'importe quoi, dormir sans horaire, penser que ce n'est pas grave si tu laisses la journée s'écouler sans direction. Mais ça l'est. Parce que chaque fois que tu choisis le désordre, tu renforces l'idée que ta vie ne mérite pas de structure. Et cela affaiblit lentement ta discipline, ton estime de toi et ta clarté. L'ordre est une forme de résistance. C'est la façon dont tu dis au chaos « Ici, c'est moi qui commande ». N'attends pas d'avoir de la motivation pour ranger. Fais-le quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que se construit le caractère. Dans l'acte simple de nettoyer ton espace, de planifier ta journée, de respecter une routine, tu dis quelque chose de plus profond. Tu dis que ta vie vaut assez pour la soutenir avec intention. Et ce message, répété jour après jour, commence à transformer ta perception de toi-même. Vivre seul ne doit pas être synonyme de désordre émotionnel ou physique. Au contraire,
c'est le moment idéal pour redéfinir ta structure interne. N'attends pas que le chaos te force à réagir. Anticipe. Décide comment tu veux habiter ton jour, ta maison, ton esprit. Parce que si tu ne le fais pas, le chaos le fera pour toi. Et ce que le chaos décide te mène rarement là où tu veux aller. 3. Ta voix intérieure peut te relever ou te détruire. Ton esprit est comme une pièce avec des haut-parleurs internes qui ne s'éteignent jamais. Tu peux sortir du bruit extérieur, tu peux éteindre le téléphone, fermer les fenêtres, mais tu ne peux pas fuir cette voix qui vit en toi et qui te parle sans cesse. Cette voix te suit partout, te parle pendant que tu te douches, pendant que tu marches, pendant que tu essaies de dormir. Et le plus dangereux, c'est que tu ne la remets pas toujours en question. Souvent, tu l'écoutes simplement, tu la crois, tu lui obéis. Cette voix peut devenir ton meilleur allié ou ton pire bourreau. Tout dépend de ce que tu lui as appris à dire. Vivre seul te force à affronter cette voix sans filtre. Quand il n'y a pas de stimuli externe pour couvrir tes pensées, tout est amplifié. Les jugements, les doutes, les comparaisons, les souvenirs. Ce que tu pouvais ignorer entre les conversations, le bruit et la compagnie, devient maintenant le protagoniste. Et si cette voix intérieure est entraînée à te couler, à te répéter tes échecs, à t'humilier avec tes erreurs, tu vas sentir que tu vis avec un ennemi que tu ne peux pas expulser. Mais si tu l'entraînes à te corriger sans te maltraiter, à te demander sans t'écraser, à te guider au lieu de te saboter, alors cette voix devient une force pure. La plupart des gens vivent sans se rendre compte que cette voix n'est pas la vérité. C'est juste l'écho de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce que les autres leur ont dit et qu'ils ont adopté. Cette voix se forme avec des années d'expérience, de critiques, de blessures et de croyances non remises en question. Et quand tu vis seul, cet écho devient plus clair. Là, tu peux commencer à entendre ce qu'elle dit vraiment. Et le plus important, tu peux commencer à lui répondre. Pas avec de la haine, mais avec de la conscience. Pas avec de la peur, mais avec de l'intention. Marc Aurèle parlait dans ses écrits avec lui-même. Non pas pour bien paraître devant quelqu'un, mais pour rééduquer son esprit. C'est ce qu'on fait en solitude. Observer ce que la voix intérieure répète et commencer à la modeler. Tu ne peux pas permettre que ton dialogue interne soit un couteau qui te blesse tous les jours. Tu n'as pas non plus besoin de le transformer en un mensonge optimiste. Il suffit que cette voix soit juste, ferme et humaine. Qu'elle ne te parle pas comme ton pire ennemi, mais comme quelqu'un qui veut te voir avancer sans dissimuler tes erreurs ni les amplifier. Réviser ton dialogue interne n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est un exercice quotidien, parfois épuisant, mais essentiel. Parce que ce que tu te dis quand tu es seul, sans public, sans compagnie, sans validation, c'est ce qui définit la relation que tu as avec toi-même. Tu peux construire toute une vie en cherchant l'approbation externe, mais si tu ne sais pas te parler avec respect, tu ne te sentiras jamais en paix. La tranquillité ne vient pas du silence extérieur, elle vient de l'équilibre interne entre exigence et compassion. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « je ne peux pas, je suis un désastre, je ne changerai jamais », arrête-toi. Demande-toi si c'est vraiment ta voix ou si c'est la voix de quelqu'un qui t'a marqué. Peut-être que cette voix n'est pas née avec toi. Peut-être que tu l'as hérité, mais aujourd'hui, en vivant seul, tu as l'espace et la liberté pour la réécrire. Tu peux entraîner ton esprit à être un refuge, pas une prison, pour qu'il te rappelle qui tu es au milieu du chaos, pas pour te rappeler ce que tu as perdu. Ta voix intérieure est le narrateur de ta vie. Et si ce narrateur ne répète que la douleur, la critique et la peur, peu importe combien tout est en ordre à l'extérieur, à l'intérieur, ce sera toujours un champ de bataille. Mais si tu réussis à enseigner à cette voix à être claire, ferme et sage, tu auras fait un pas de géant dans ton processus de transformation. Parce qu'il n'y a pas de solitude plus destructrice que celle de vivre avec un esprit qui ne sait pas comment te traiter. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de transformer cet esprit en ton véritable foyer. 4.
Pose des limites avant que le monde ne te consume. Ta vie est comme un terrain fertile. Si tu ne mets pas de clôture, n'importe qui entrera pour le fouler, pour prendre ce qu'il veut, pour le salir, même sans mauvaises intentions. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais plus quelle partie du terrain t'appartient vraiment. Tu es épuisé, sans espace, sans clarté. Les limites ne sont pas des murs pour t'éloigner du monde. Ce sont des structures pour protéger ce que tu cultives. Et quand tu vis seul, tu n'es pas à l'abri de l'interférence du monde. Au contraire, c'est quand tu es le plus vulnérable à remplir ton espace avec ce dont tu n'as pas besoin, avec ce qui ne te nourrit pas, avec ce qui te distrait seulement. Il y a un mensonge très répandu, être seul t'isole de tout. En réalité, c'est dans la solitude que l'on remarque le plus combien de toi a été façonné par l'extérieur. Tu te rends compte de combien de décisions tu as prises sous pression, combien de fois tu as dit oui par peur du rejet, combien de fois tu as laissé quelqu'un occuper ton espace émotionnel, mental ou physique, simplement parce que tu ne savais pas poser de limites. Et c'est là que commence le vrai travail, non seulement être seul, mais aussi reconstruire ta capacité à décider jusqu'où les autres peuvent aller et où tu commences. Une limite ne s'impose pas avec des cris, elle se construit avec clarté. Savoir dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Dire « cela n'entre pas dans ma vie » n'est pas se fermer au monde, c'est ouvrir la porte seulement à ce qui ajoute. Les stoïciens parlaient de la tempérance, non pas comme une restriction absurde, mais comme l'art de choisir ce qui est juste. Se fixer des limites à soi-même est la première étape. Savoir jusqu'où tu vas céder, combien d'énergie tu vas donner, quelles conversations tu ne vas plus tolérer, quelles habitudes tu ne vas plus répéter même si cela te coûte. Quand tu vis seul, personne ne te surveille. Cela te donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Tu peux laisser tout entrer, des messages à n'importe quelle heure, des nouvelles qui ne font qu'intoxiquer, des personnes qui ne cherchent qu'à se vider sur toi. Ou tu peux élever un mur interne qui n'isole pas, mais qui protège. Parce que vivre en paix n'est pas seulement méditer ou lire des livres, c'est filtrer ce que tu laisses toucher ton esprit, ton corps, ta routine. Et cela ne se fait qu'avec des limites fermes, conscientes et soutenues. Beaucoup de gens se sentent coupables de poser des limites. Ils pensent qu'ils sont durs, qu'ils éloignent les autres. Mais si tu ne prends pas soin de ton espace, personne ne le fera pour toi. Tu ne peux pas blâmer le monde pour avoir envahi ce que tu as laissé ouvert. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. Parce que chaque fois que tu dis non avec respect, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te vide, tu te rapproches de ton centre. Ce n'est pas une fuite, c'est de la maturité. Imagine que ta journée est une pièce avec une porte. L'as-tu toujours ouverte? Entre qui veut, quand il veut, en disant ce qu'il veut. Ou as-tu déjà appris à fermer la porte quand tu as besoin de silence, quand tu as besoin de te concentrer, quand tu as besoin de guérir? Tu n'es pas plus sage pour tout supporter. Tu es plus sage quand tu sais ce que tu ne vas pas permettre. C'est du respect, c'est de l'auto-soin, c'est te connaître assez pour savoir que tu mérites d'être en paix. Les limites ne doivent pas être des excuses pour éviter la croissance, elles doivent être des chemins pour conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Parce que si le monde te consomme, il ne reste rien de toi pour toi. Et dans ce vide, revient le chaos, revient le désordre, revient la confusion. Ne laisse pas cela se produire. Définis ton espace, honore ton processus, protège ton énergie. Parce que celui qui n'apprend pas à dire stop finit par vivre la vie que les autres décident. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. 5. Transforme la solitude en une discipline quotidienne. La solitude est comme une montagne enneigée. Vue d'en bas, elle semble froide, dure, inaccessible. Mais celui qui décide de l'escalader et de rester découvre une clarté qui ne se trouve pas sur les chemins faciles. Il ne s'agit pas de survivre au froid, il s'agit de s'adapter à lui, de bouger avec précision, de respirer consciemment, de faire de chaque pas un choix.
C'est ainsi que fonctionne aussi le processus d'être seul. Il ne suffit pas de le supporter ou de le tolérer. Ce qui transforme, c'est de le convertir en discipline, en une forme de vie qui te forge, qui t'organise, qui t'apprend qui tu es quand tout l'extérieur disparaît. La plupart croient que la solitude est une parenthèse, un moment entre les relations, entre les étapes, entre les projets. Mais ceux qui changent vraiment ne sont pas ceux qui attendent que ça passe. Ce sont ceux qui utilisent chaque jour comme un entraînement. Parce que lorsque tu n'as pas à respecter les horaires des autres, lorsque personne ne t'attend ni ne te demande, ce que tu fais de ton temps devient une preuve brutale de ton engagement envers ta propre croissance. Te lèves-tu ou restes-tu? Manges-tu par impulsion ou par soin? Perds-tu des heures ou les investis-tu? La solitude met en lumière ta véritable relation avec la discipline. Transformer la solitude en routine n'est pas remplir ta journée de tâches comme échappatoire, c'est établir des rythmes qui te soutiennent, avoir des horaires qui te renforcent, pas qui te serrent. Faire de ton matin un acte conscient, de tes après-midi un espace de concentration, de tes soirées une clôture avec intention. Et pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que tu choisis de te construire à partir de l'ordre. La discipline en solitude est liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de diriger ton énergie vers ce qui en vaut la peine, vers ce qui te fait avancer même quand personne ne regarde. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme d'une punition, mais comme d'une vertu. Sénèque disait que la liberté est d'obéir à la raison. Et Épictète enseignait que celui qui se domine lui-même n'a plus besoin de dominer quoi que ce soit d'autre. Vivre seul est l'occasion parfaite de pratiquer cette autonomie réelle, celle qui ne dépend pas de la surveillance ni des règles imposées, mais de la conviction. Quand tu te disciplines dans la solitude, tu te dis à toi-même que tu comptes, que tes habitudes ne sont pas décoratives, elles sont fondamentales. N'attends pas d'être motivé. Attends d'être engagé. La différence est énorme. La motivation s'en va, la discipline reste. Il y aura des jours où il te sera difficile de te lever, où tu voudras te perdre dans les distractions, où tu sentiras que rien n'a de sens. C'est là que se mesure ton processus. Parce que n'importe qui peut être ordonné quand tout va bien. Mais celui qui reste ferme dans la routine, quand l'esprit doute, quand le corps ne veut pas, quand le silence pèse, c'est celui qui est vraiment en train de changer. Commence par le minimum. Réveille-toi à la même heure. Planifie tes repas. Entraîne ton corps, même si ce n'est que pour une demi-heure. Consacre un moment de la journée à la réflexion sans écran. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de te prouver, jour après jour, que tu peux te soutenir sans dépendre du chaos extérieur. Et quand cela devient une habitude, tu te rends compte de quelque chose de fondamental, que la solitude n'était pas le problème. C'était l'outil dont tu avais besoin pour devenir quelqu'un de solide. Parce que quand la solitude cesse d'être une improvisation et devient un rituel, elle ne fait plus peur, elle donne du pouvoir. Le pouvoir de te choisir, le pouvoir de ne pas te distraire, le pouvoir de continuer à avancer sans témoin. Et cela, dans un monde plein de bruit, est une forme de force que peu de gens connaissent. Mais tu peux la construire, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que la solitude cesse d'être un lieu inconfortable et devienne ta meilleure discipline. 6. Ce que tu fais quand personne ne te voit définit qui tu es. Être toi-même sans témoin, c'est comme marcher sur un pont invisible. Personne ne voit si tu avances ou si tu t'arrêtes, si tu trébuches ou si tu te relèves. Seul toi sais si le sol est ferme ou si tu es au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de public, pas de validation, pas de regard pour te récompenser de bien faire. Il n'y a que toi avec ta conscience. Et c'est le jugement le plus difficile à affronter. Parce que quand personne ne te regarde, il n'y a pas d'excuses. Il ne reste que tes décisions. Et c'est là que se révèle qui tu es vraiment. La plupart des gens se comportent en fonction de leur environnement.
Dehors, ils sont courageux, concentrés, positifs. Mais quand la solitude arrive, quand la nuit tombe et que toutes les voix s'éteignent, la version réelle apparaît. Pas celle que le monde applaudit, mais celle que personne ne connaît. Et dans cet espace, sans témoin, les décisions pèsent plus lourd. Parce que quand tu fais ce qui est juste sans avoir besoin que quelqu'un le sache, c'est là que tu construis ton caractère. Mais si tu n'es discipliné que quand on te regarde, tu n'es pas fort. Tu joues la comédie. Être seul n'est pas le problème. Le problème est ce que tu fais de ce silence. Tu peux l'utiliser pour grandir ou pour te détruire. Tu peux le transformer en excuse ou en entraînement. Personne ne voit si tu repousses ton jour ou si tu l'affrontes. Personne ne t'applaudit si tu tiens ta parole. Personne ne te pointe du doigt si tu mens ou si tu abandonnes. Mais tu le sais. Et cette connaissance pèse. Elle pèse quand tu prétends que ça n'a pas d'importance. Elle pèse quand tu répètes que demain sera différent. Mais aujourd'hui, tu retombes dans la même chose. Parce que ce que tu fais sans témoin s'accumule. Cela s'inscrit dans ton esprit. Et un jour, cela devient ton identité. Les stoïciens insistaient sur l'intégrité interne. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même quel type d'homme il devait être. Non pas pour qu'on l'admire, mais pour ne pas se perdre dans les flatteries ou le chaos. Parce que quand tout est silencieux, la seule chose qui peut te soutenir est la cohérence avec toi-même. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu vis en contradiction, tu ne progresses pas, tu t'épuises. Si tu affirmes que tu cherches un but mais que ta journée s'échappe en distraction, tu n'es pas seul, tu es abandonné. La solitude est un privilège mal compris. Les gens la fuient parce qu'ils ont peur de se confronter à ce qu'ils font quand personne ne regarde. Mais c'est justement là, dans cet espace sans filtre, que tu peux te renforcer. Quand tu te lèves sans qu'on te le demande. Quand tu tiens tes promesses sans que personne ne t'exige. Quand tu t'entraînes, réfléchis, étudies, corriges, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne, tu envoies un message clair à ton esprit. Ma parole vaut même quand je suis le seul à l'entendre. C'est du respect, c'est de la discipline profonde. Et c'est aussi de la liberté. Parce que tu ne dépends plus de la pression extérieure pour rester debout. Tu n'as plus besoin d'un patron, d'un ami, d'un partenaire ou d'une autorité pour être constant. Tu t'as toi. Et si tu arrives à tenir cela, alors tu as gagné quelque chose qui ne s'achète ni ne se feint, l'intégrité. Alors regarde-toi aujourd'hui. Pense à ce que tu as fait quand personne ne te regardait. As-tu tenu bon ou as-tu cédé à nouveau? Non pas pour te juger, mais pour que tu t'en souviennes. Parce que chaque choix dans l'ombre construit l'avenir que tu verras en pleine lumière. Et si aujourd'hui tu décides de te corriger, si aujourd'hui tu décides de tenir bon même sans témoin, tu es un pas de plus vers être quelqu'un de réel, solide et libre. Personne n'a besoin de le savoir. Il suffit que tu ne l'oublies pas. 7. Le silence révèle ce que le bruit te cache. Le bruit est comme un brouillard lumineux. Il brille, distrait, séduit. Mais il cache aussi. Derrière chaque son constant, chaque message, chaque stimulus qui interrompt tes pensées, il y a quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Et quand le bruit disparaît, quand tu te retrouves enfin dans une pièce où tu n'entends que ta respiration, le monde réel apparaît. Pas le monde extérieur, mais celui de l'intérieur. Celui qui attend depuis des années que tu le regardes. Le silence n'invente rien. Il te montre seulement ce qui a toujours été là et que toi, par confort ou par peur, as décidé d'ignorer. Nous vivons entourés de distractions, des musiques qui sonnent sans sens, des conversations qui comblent des vides, des écrans allumés du lever au coucher du soleil. Et l'ironie est que tout ce bruit semble être la liberté, mais en réalité, c'est une forme sophistiquée d'esclavage. Parce que quand tu es seul, et que tout se tait, beaucoup ne supportent pas 5 minutes sans chercher quoi écouter, quoi regarder, quoi répondre. Pas par ennui, mais parce qu'ils savent que si le silence s'étire, ils commencent à s'écouter. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que cette voix intérieure a à dire. La solitude sans silence n'est pas une transformation, c'est une évasion. Il ne suffit pas d'être sans compagnie.
Il faut apprendre à être sans distraction. Parce que c'est seulement dans cet espace pur, où il n'y a pas de bruit pour te défendre, que les pensées qui révèlent le fond de ton histoire apparaissent. Cette insécurité que tu n'as pas encore résolue, ce schéma que tu continues à répéter, cette blessure que tu pensais fermer. Et bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Le silence n'est pas confortable. Il est direct. Il ne te crie pas, mais il ne te ment pas non plus. La philosophie stoïcienne parlait de la retraite comme d'une forme de nettoyage mental. Pas pour devenir un ermite, mais pour cesser d'être esclave du bruit extérieur. Marc Aurèle écrivait qu'il n'est pas nécessaire de fuir à la campagne ou dans la nature pour trouver la paix. Il suffit d'entrer en soi-même. Mais cette entrée ne se fait pas avec de la musique en fond sonore, ni avec des conversations forcées, ni avec 1000 stimuli ouverts en même temps. Elle se fait dans le silence. Dans ce moment où tout le reste se ferme et il ne reste que ta conscience qui regarde en face ce que tu ressens vraiment. Le silence, si tu sais l'utiliser, devient un filtre. Tu cesses d'accepter ce que tu tolérais auparavant. Tu découvres que beaucoup de tes réponses étaient automatiques, que tes opinions étaient héritées, que tes désirs n'étaient même pas les tiens. Parce que quand tout se tait, tu cesses de réagir et tu commences à observer. Et cette observation change tout. Tu te rends compte que tu n'es pas triste, tu es épuisé, que tu n'es pas en colère, tu es frustré, que tu n'es pas perdu, tu n'as simplement jamais pris le temps de t'arrêter. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en se taisant. La véritable transformation commence lorsque tu apprends à ne pas fuir le silence. Quand tu cesses d'avoir besoin de musique pour marcher, de notifications pour te sentir vivant, de bruit pour t'échapper de toi-même. Ce n'est pas que le bruit soit mauvais, c'est qu'il ne peut pas être constant, il ne peut pas être ton refuge, parce que si tu ne le lâches jamais, tu ne découvriras jamais ce qui se cache derrière, et ce derrière est souvent inconfortable, mais il est aussi libérateur. Alors reste dans le silence, même si au début il semble vide, même si tu as peur de ce qui va apparaître, même si tu ne comprends pas ce que tu ressens, reste, parce que derrière ce malaise, il y a des réponses. Il y a de la clarté, et il y a une version de toi qui ne pourra jamais se réveiller tant que tu resteras anesthésié par le bruit. Le silence, si tu le vis avec fermeté, ne t'éteint pas, il te révèle. Et dans un monde où tout le monde le fuit, celui qui ose l'écouter commence déjà à être différent. 8. Tu n'es pas seul, tu es en formation. Vivre seul n'est pas une punition, c'est une forge. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être façonné. Ce qui semble maintenant vide, confusion ou isolement est en réalité l'étape la plus honnête de tout processus de transformation. Comme l'acier avant de devenir une épée, comme la graine avant de percer la terre, tu traverses un processus que beaucoup ne comprendront pas de l'extérieur, car la croissance silencieuse est invisible à l'œil pressé. Mais tu la sens. Tu sens comment quelque chose en toi se durcit, non pas de froideur mais de solidité. Et cela, bien que cela fasse mal, est une évolution. La société t'a appris à craindre d'être seul. Elle t'a vendu l'idée que tu as besoin d'une compagnie constante pour te sentir complet, que la valeur se mesure en connexion et le bonheur en validation. Mais personne ne t'a appris à te regarder en solitude et à reconnaître le pouvoir qui y réside. Car celui qui apprend à se soutenir sans mains extérieures, celui qui cesse de demander l'approbation et commence à marcher de ses propres pas, celui-là ne revient pas de la même manière. Il ne revient pas vide, il revient éveillé. Tu n'es pas seul, tu es en train de nettoyer. Tu filtres ton environnement, tes relations, tes habitudes, tes pensées. Tu détoxifies ton esprit de tout ce qui l'affaiblissait. Tu reconfigures ta capacité à choisir à partir de la clarté, non de la peur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu apprends à être suffisant sans dépendre des regards, à être en silence sans te sentir perdu, à agir sans attendre que quelqu'un te dise si tu as bien ou mal fait. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est une des formes les plus pures de liberté. Ce moment de solitude n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ta reconstruction.
C'est la pause nécessaire avant le saut. C'est l'espace dont l'âme a besoin pour lâcher tout ce qui est faux et se rappeler l'essentiel. Tu es dans un processus qui n'est pas toujours visible, mais que tu ressens à chaque décision que tu prends, à chaque émotion que tu traverses sans anesthésie, à chaque acte quotidien que tu fais maintenant pour toi et non pour quelqu'un d'autre. C'est là que se produit le véritable changement. Pas dans les discours, pas dans les plans futurs, dans ce que tu choisis aujourd'hui, dans ce que tu soutiens en silence, dans ce que tu décides de laisser derrière toi sans faire de bruit. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas brisé, tu es en train de construire une base. Tu n'es pas isolé, tu es en train de te reconnecter avec toi-même. Et tu ne perds pas ton temps, tu es en train d'affiner l'instrument qui jouera avec force lorsque le moment sera venu. Cette étape est difficile, oui. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de témoins. Mais c'est pour cela qu'elle est sacrée. Parce que tout ce que tu accompliras maintenant, tout ce que tu conquéras dans cette solitude sera à toi pour toujours. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra le feindre. Tu n'es pas seul. Tu es en formation. Tu écris une nouvelle version de toi-même chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner. Chaque silence que tu habites sans fuir, chaque limite que tu imposes, chaque pensée que tu transformes. Tu apprends à être avec toi sans bruit, sans mensonge, sans masque. Et lorsque tu auras terminé ce processus, tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ta présence parlera pour toi. Et le monde le ressentira, même s'il n'a jamais vu le chemin que tu as parcouru. Parce que ceux qui se forment dans le silence marchent avec une force qui ne se crie pas. Elle se respire, elle se remarque, elle s'impose, sans effort, sans mots, juste en existant. As-tu déjà remarqué comme il est facile d'admirer la force des autres, mais si difficile de voir la tienne? Même quand tu sais de quoi tu es capable, ton esprit trouve 1000 façons de te saboter. Il déterre de vieux souvenirs, répète des échecs passés, et tente de te convaincre qu'il est plus sûr d'abandonner que d'essayer. Mais il y a en toi quelque chose que rien ni personne ne peut détruire, ta force intérieure. Une forteresse silencieuse, invisible, qui peut s'endormir un temps, mais ne disparaît jamais. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent la confiance là où elle ne naît pas, dans la validation, dans les résultats, dans l'approbation des autres. Mais la vraie confiance en soi ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de l'attitude. Elle s'éveille au moment où tu commences à faire davantage confiance à tes actions qu'à tes résultats. Quand tu agis avec courage, même sans savoir ce qui va se passer, quelque chose change. L'esprit comprend que tu n'as plus besoin de certitude pour avancer, que tu es capable, non pas parce que tout a réussi, mais parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure. Ils savaient que la confiance n'est pas une question de chance, mais d'entraînement. Et que la véritable force apparaît quand tu comprends que ce qui te forme, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive. Aujourd'hui, je vais te montrer comment avoir cette confiance, non pas avec des phrases toutes faites, mais avec des pratiques stoïciennes simples et profondes, capables de restaurer ton pouvoir intérieur. Et si tu veux commencer maintenant, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je crois en moi ». Parce que toute transformation commence par une décision, et la tienne commence aujourd'hui. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Pratique 1. Fais à nouveau confiance en toi. Il y a en toi quelque chose qui ne se brise pas. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque le corps faiblit et que l'esprit doute, il existe un centre silencieux qui demeure intact, une flamme qui ne s'éteint jamais, seulement recouverte de cendres pendant un temps. Les stoïciens appelaient cela la forteresse intérieure, un espace que personne ne peut envahir, où ta volonté et ta raison gouvernent encore, même au milieu du chaos. Mais, parfois, tu oublies que cette force existe. Tu l'oublies les jours où la fatigue pèse plus lourd que la foi, dans ces moments où la peur te murmure qu'il vaut mieux abandonner. Et pourtant, si tu regardes bien, tu verras que tu as déjà été ici auparavant. Tu as déjà traversé des douleurs que tu croyais insurmontables, tu as déjà surmonté des chutes qui semblaient définitives, et tu as survécu à toutes. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'a relevé la dernière fois?
Ce n'était ni le hasard ni la chance, mais cette force invisible, silencieuse, qui te pousse en avant lorsque plus rien ne semble fonctionner. Elle ne fait pas de bruit, mais elle a la consistance de l'acier et le calme de la terre ferme. Le monde peut te bousculer, les circonstances peuvent t'ébranler, mais rien ne peut te faire tomber tant que cette force reste éveillée. Parce qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, elle naît de ce que tu choisis à l'intérieur. Marc Aurèle a écrit « La force d'un homme est proportionnelle à sa capacité de garder le contrôle de son propre esprit. » Et c'est bien de cela qu'il s'agit, reprendre le contrôle. Non pas sur le destin, mais sur ton attitude face à lui. La véritable confiance, ce n'est pas crier « je peux le faire », mais regarder le chaos et dire en silence « j'ai déjà connu pire et je suis toujours debout ». À chaque défi, cette forteresse grandit. À chaque douleur affrontée, elle se solidifie. Et si tu t'arrêtes pour écouter, tu t'en rendras compte. Ce qui semblait être de la faiblesse n'était qu'une pause entre une chute et la prochaine renaissance. Écris ici dans les commentaires. Ma force est plus grande que n'importe quelle chute. Parce que ta force intérieure n'est pas quelque chose que tu dois créer, c'est quelque chose que tu dois te rappeler. Elle a toujours été là, attendant le bon moment pour te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Pratique 2. Reconstruis l'univers à l'intérieur de toi. Tout ce qui existe à l'extérieur de toi n'est qu'un reflet de ce que tu construis à l'intérieur. Aucun changement extérieur n'est réel s'il ne commence pas dans l'âme. Tu peux avoir de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent, des personnes prêtes à te soutenir, mais si ton monde intérieur est envahi par l'insécurité, tu verras une menace là où il y a une chance, de la peur là où il y a un chemin, et du doute là où il y a une possibilité. L'esprit humain est un miroir, il reflète ce qu'il abrite. Si le miroir est trouble, le monde paraît déformé. Mais lorsque tu le nettoies, lorsque tu organises tes pensées, guéris tes souvenirs et réalignes tes intentions, la réalité change de forme sous tes yeux. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure, l'art de gouverner son propre monde avant d'essayer de réparer celui des autres. Parce que celui qui ne construit pas un abri en lui-même vit à la merci de chaque tempête extérieure. Réfléchis à cela. L'insécurité, la peur, la comparaison, tout cela sont des murs construits par ton propre esprit. Et ce qui te retient le plus, ce n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu continues à répéter, les vieilles pensées, les vieilles croyances et les vieux schémas. Ils forment un labyrinthe dans lequel tu tournes en rond, croyant être perdu, alors qu'en réalité tu as simplement oublié la sortie. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il ne se domine pas lui-même ». Et cette liberté ne naît pas de la force, mais de la conscience. C'est lorsque tu comprends que tout ce qui t'emprisonne se passe dans ta propre tête et que, malgré tout, tu as la clé. Recréer ton monde intérieur, c'est cela. Changer le ton de la voix qui te parle. C'est remplacer le « je n'y arrive pas » par « je suis encore en train d'apprendre ». C'est rééduquer la voix de l'insécurité, jusqu'à ce qu'elle devienne seulement figurante et non plus narratrice principale. C'est commencer à planter des pensées qui soutiennent la version de toi que tu veux devenir. Pense à ton esprit comme à un jardin. Tu peux le laisser pousser au hasard, plein de mauvaises herbes de peur, de doute et de culpabilité, ou le cultiver avec intention, en l'arrosant de présence, de patience et de discipline. Ce qui fleurira dépend de ton choix. Et plus tu nettoies le terrain à l'intérieur, plus la vie à l'extérieur commence à répondre. La loi est simple. Le monde change lorsque tu changes ta manière de le voir. Ta voix intérieure ne décrit pas la réalité, elle la fabrique. Et plus tu auras de maîtrise intérieure pour la rééduquer, la questionner et la diriger, plus ta vie changera. Recréer ton monde intérieur, ce n'est pas effacer le passé, mais le transformer en sagesse. Ce n'est pas nier la douleur, mais construire quelque chose de beau à partir d'elle. C'est te rappeler chaque jour que le pouvoir de recommencer ne t'a jamais été retiré. Écris ici dans les commentaires, le changement commence en moi. Parce qu'au fond, la véritable révolution est silencieuse, elle se déroule en secret, dans l'esprit, jusqu'au jour où le monde entier se rend compte que tu es renaissant. Pratique 3. Apprends à rester entier dans le présent. Nous vivons comme si le temps était un ennemi. L'esprit court vers l'avenir, le cœur reste accroché au passé, et le présent se perd au milieu du chemin. Mais c'est seulement ici, dans cet instant, que la vie se déroule vraiment. Les stoïciens appelaient cela l'attention pleine à la raison.
l'art d'être entièrement présent dans chaque acte, comme si ce moment était le seul existant. Marc Aurèle nous a laissé l'une des phrases les plus puissantes à ce sujet. Concentre-toi à chaque instant, en romain, en homme, à faire ce qui est devant toi avec sérieux, précision, tendresse, volonté et justice. Il ne parlait pas de perfection, mais de présence, car l'esprit absent est le berceau de presque toutes les souffrances. Combien de fois étais-tu physiquement présent quelque part, mais avec la tête perdue dans 1000 pensées, revivant de vieilles conversations, anticipant des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais, essayant de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Et, sans t'en rendre compte, tu as cessé de vivre le présent, le seul temps qui existe vraiment. Être présent demande du courage, le courage d'arrêter de courir, de regarder ce que tu ressens, d'accepter ce qui est. Parce que le présent est simple, mais l'esprit complique tout. Il veut revenir à ce qui est déjà passé ou s'avancer vers ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est dans cette oscillation que naissent l'anxiété, la fatigue et le vide. La présence, au contraire, est un acte de pouvoir. C'est dire « je suis ici, je ne fuis plus la vie ». C'est l'esprit qui revient dans le corps qui revient dans l'instant, et l'instant qui recommence à vibrer. Réfléchis à cela. Chaque fois que tu t'abandonnes vraiment à un moment, à une conversation, à une respiration, à un coucher de soleil, le temps ralentit. Lorsque tu cesses d'être spectateur, tu gagnes la capacité de faire partie de la scène. Marc Aurèle disait aussi que l'homme qui vit en harmonie avec le moment vit en harmonie avec l'univers. Et c'est là l'essence de la présence. Ne pas contrôler le temps, mais couler avec lui. La prochaine fois que tu remarques ton esprit s'égarer, respire profondément et demande-toi « Que se passe-t-il vraiment maintenant ?» Cette question simple agit comme une ancre qui te ramène au réel, à ton propre centre. Écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je reviens au présent ». Parce que la vie n'est ni dans ce qui est passé, ni dans ce qui viendra. Elle est ici, attendant l'instant où tu décides enfin d'être présent. Pratique 4. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que l'impossible devienne une habitude. Aucun changement véritable ne se maintient sans discipline. Tu peux rêver, planifier, faire des listes, regarder des vidéos et chercher de l'inspiration, mais rien de tout cela ne remplace l'acte simple de continuer, même lorsque l'envie disparaît. La discipline est le lien entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. C'est le terrain où les rêves cessent d'être des idées pour devenir une structure. Dans un an, tes relations peuvent être différentes, ton compte en banque, ton corps, ton esprit aussi, mais seulement si tu as le courage d'agir quand personne ne te regarde. Parce qu'il est facile d'être motivé au début. Difficile, c'est de persévérer les jours neutres, ceux où il ne se passe rien, où l'esprit tente de te convaincre d'abandonner. Mais c'est précisément ces jours-là que l'avenir se décide. Les stoïciens appelaient en cela la force du logos, la capacité d'agir selon la raison, et non selon l'impulsion. Épictète disait « Aucun homme n'est libre, à moins d'être maître de lui-même ». Et c'est là l'essence de la discipline. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la liberté. Car celui qui ne se domine pas vit esclave de sa propre oscillation émotionnelle. Pense à un archer en pleine tempête. Il n'attend pas que le vent se calme pour tirer. Il s'entraîne jusqu'à ce que le geste devienne stable, même au milieu du chaos. La discipline fait la même chose avec l'esprit. Elle crée de la stabilité lorsque tout autour tente de te détourner. Tu n'as pas besoin d'avoir envie chaque jour. Tu as seulement besoin d'accomplir ce que tu as dit que tu ferais. Et lorsque tu répètes cela suffisamment, l'effort devient une habitude. L'habitude devient un caractère, et le caractère se transforme en destin. Sénèque a écrit « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas la durée, mais la qualité de l'interprétation. La discipline est ce qui définit cette qualité. Elle façonne le personnage que tu es en train de devenir, scène après scène, choix après choix. Même si tu ne vois pas encore de résultats, continue. Même si le progrès te semble lent, continue. Même si personne ne comprend, continue. La discipline a ce pouvoir silencieux de transformer l'invisible en inévitable. Il y aura des jours où ton esprit dira « Je n'y arrive pas ». Réponds calmement. Peut-être pas encore, mais je continuerai jusqu'à y arriver. C'est la voie de la maturité, le son de la reconstruction, le moment précis où tu cesses d'attendre des miracles et commences à devenir ton propre miracle. Écris ici dans les commentaires
Je choisis la discipline, pas la volonté. Car la liberté que tu cherches ne commence pas quand tout devient facile. Elle commence quand tu décides d'être fidèle à ce qui doit être fait, même lorsque le monde entier tente de t'arrêter. Pratique 5. Celui qui est reconnaissant vit dans l'abondance. L'esprit qui se plaint ne s'en rend pas compte, mais il creuse sa propre tombe. Chaque plainte est une pelle, chaque critique, une nouvelle couche d'obscurité. Et sans le remarquer, tu t'enterres vivant dans tes propres mots. Les stoïciens appelèrent cela une disharmonie avec la nature, lorsque la pensée s'éloigne de la raison et commence à tourner autour de ce qui manque. Mais ce qui manque n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié est ce qui existe déjà et souvent oublié. Ralph Waldo Emerson appelait cela la loi de compensation. Tout ce que tu nourris en toi revient multiplié. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme la conséquence naturelle de l'énergie mentale et morale que tu cultives. Celui qui parle de manque vit le manque. Celui qui s'attache à la pénurie répète la pénurie. Mais celui qui choisit la gratitude change la vibration de son esprit. Et là où l'esprit change, la vie change avec lui. La gratitude n'est pas une négation de la douleur. C'est une manière de la traverser avec dignité. C'est regarder le chaos et dire « Il reste encore ici quelque chose qui mérite d'être valorisé ». Même si ce n'est que le simple fait de respirer, elle ne t'aveugle pas, elle t'apporte de la lucidité. Parce que la gratitude redonne de la proportion à ce qui semblait insupportable. Elle retire le focus de ce qui te manque et redonne ton attention à ce qui te soutient. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Rien ne change dehors, mais tu vois enfin où tu poses les pieds. L'insatisfaction, au contraire, est une prison aux barreaux invisibles. Tu commences en voulant améliorer ce que tu as et tu finis par oublier tout le chemin déjà parcouru. Et c'est ainsi que le cycle se répète. Plus tu te plains, plus la pièce s'assombrit. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te réveilles, souviens-toi du privilège qu'est d'être en vie. Respirer, penser, sentir et aimer. » Cette phrase n'est pas un poème. C'est un manuel de survie pour l'âme. Le simple fait de remercier réorganise la pensée et te rend le contrôle de ton état d'intérieur. C'est pourquoi, avant que cette vidéo ne se termine, remercie en silence pour quelque chose, aussi petit que cela puisse paraître, aussi banal que ce soit. Et si tu peux, répète-le avant de dormir le matin et avant toute pensée, parce qu'un esprit reconnaissant est comme une fenêtre ouverte. L'air recommence à circuler, la lumière revient à entrer. La gratitude est un entraînement à la présence, et celui qui s'exerce à voir ce qu'il a acquiert la force de chercher ce qu'il désire, sans désespoir, sans comparaison, sans peur. Écris ici dans les commentaires « Je choisis de remercier », parce que la vie répond au ton de ta conscience. Et quand la tienne vibre en gratitude, tout ce qui est endormi en toi commence, peu à peu, à fleurir. Pratique 6. Aie la force de continuer quand le plus facile serait d'arrêter. Le courage n'est pas du bruit, c'est une décision silencieuse. C'est l'instant où tu sens la peur frapper à la porte et qu'au lieu de lui faire de la place, tu fais un pas de plus dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de se sentir invincible. Il s'agit de ne pas se trahir quand la route se resserre. La peur essaie toujours de négocier ton retour. Elle promet du confort, elle reporte les promesses, elle peint le pire scénario. Le courage, c'est voir ce marchandage et rester sur le chemin. Un pas de plus. C'est ainsi que des ponts invisibles apparaissent sous tes pieds. Des ponts qui ne se révèlent qu'à ceux qui continuent d'avancer. Les stoïciens savaient que l'esprit fabrique des géants. Sénèque rappelait que les difficultés fortifient l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. À chaque résistance affrontée, tu gagnes des fibres intérieures qu'on ne voit pas, mais qui te soutiennent quand tout vacille. Marc Aurèle renforce « Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu le rencontreras, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te défendent du présent. » Autrement dit, tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as besoin de la même lucidité qui t'a déjà conduit jusqu'ici. Pense à un alpiniste dans la nuit. La montagne est la même, mais l'obscurité déforme. Ce qui le fait avancer, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la fidélité au prochain appui. Une pierre solide, puis une autre, et encore une autre. La vie fonctionne ainsi. Lorsque tu maintiens ton pas, le chemin se révèle à la mesure de ton courage. Pour ne pas reculer, pratique 3 mouvements simples. D'abord, nomme la peur. Dis la vérité.
j'ai peur d'échouer, de perdre, d'être jugé. La peur perd la moitié de sa force lorsqu'elle est mise en lumière. Ensuite, choisis le prochain pas. 5 minutes d'action valent mieux que 5 heures d'anticipation. Fais le minimum qui te garde en mouvement. Et, troisièmement, honore les micro-promesses. Termine ce que tu as commencé aujourd'hui, même si c'est petit. Chaque promesse tenue renforce la confiance. Chaque promesse rompue enseigne à reculer. Le courage, c'est la cohérence. Continuer à être celui que tu as choisi d'être, même quand le monde te repousse. Et avec le temps, quelque chose change à l'intérieur. La peur parle encore, mais elle ne décide plus. Tu regardes en arrière et tu vois une trace de petits progrès qui, ensemble, sont devenus une traversée. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui j'avance, je ne recule pas. Parce que la vie n'exige pas que tu gagnes d'un seul coup. Elle exige que tu persévères. Et celui qui persévère arrive. Pratique 7. La douleur est l'acier de l'âme. La douleur est la professeure que personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin. Elle arrive sans prévenir, change les plans, brise le rythme et nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas lui échapper, et plus on essaie de l'éviter, plus elle s'installe silencieuse dans les fissures de l'esprit. Sénèque disait « Il vaut mieux vaincre la douleur que la tromper ». Et cela signifie la regarder en face, sans déguisement, sans fuite, sans anesthésie émotionnelle. Car la douleur ignorée ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Elle devient irritation, apathie, peur. Mais, affrontée avec lucidité, elle se transforme en sagesse. La douleur a un but, révéler là où il n'y a pas encore de structure. Elle montre le point exact où quelque chose en nous doit mûrir. Ce n'est pas une punition, c'est un polissage. La souffrance est le feu qui purifie le métal de l'âme. Les stoïciens savaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous traversons ce qui nous arrive. Et ce « comment » fait toute la différence entre se perdre et se renforcer. Pense à une blessure. Si tu la recouvres trop vite, elle s'infecte. Mais si tu as le courage de la nettoyer, même si ça brûle, le corps guérit. L'âme est pareille, elle a besoin d'exposition à la vérité, de contact avec la réalité, d'espace pour cicatriser. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin de la route, c'est le passage le plus escarpé, celui qui te donne des muscles intérieurs que le confort ne donnera jamais. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur, mais tu dois la respecter, parce que c'est elle qui redonne la proportion, qui te rappelle ce qui est essentiel. Et quand tu acceptes ce rôle, quelque chose change. Ce qui avant était un poids devient un apprentissage. Ce qui avant était une blessure devient une force. La douleur est la traversée entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Et, de l'autre côté, il existe une version de toi plus sereine, plus lucide et plus entière. Respire et répète en silence « Je ne fuis pas la douleur, je la traverse. » Parce que celui qui a le courage de ressentir a le courage de grandir. Et celui qui traverse la douleur avec conscience ne revient jamais le même. Il revient plus fort, plus calme et enfin libre. Pratique 8. Quand l'esprit s'organise, la vie devient limpide. Le désordre est une forme subtile d'auto-sabotage. Ce n'est pas seulement le chaos des tiroirs ou des papiers, c'est la confusion des pensées, l'excès de bruit, les idées inachevées qui pèsent et te paralysent. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à trébucher sur ce que ton propre chaos a créé. Le stoïcisme nous enseigne qu'un esprit désordonné est un champ de mine. Chaque distraction, un obstacle, chaque pensée perdue, une explosion potentielle. Quand l'intérieur est en désordre, l'extérieur répond par le même tumulte. Rien ne circule, rien ne s'aligne, rien ne prospère. Pense à toutes les opportunités que tu as déjà perdues parce que tu n'étais pas prêt. Un projet resté sur le papier, une conversation importante repoussée, une chance passée inaperçue parce que ton attention était trop dispersée pour la remarquer. La vie offre des chemins, mais c'est la clarté qui permet de les reconnaître. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Et si tes pensées vivent dans le désordre, ton âme se confond avec le bruit. Mais lorsque tu commences à les organiser, quelque chose de magique se produit. Le monde semble moins hostile, les décisions deviennent plus simples,
le temps prend forme. Organiser l'esprit, ce n'est pas chercher à tout contrôler, c'est décider ce qui mérite une place. C'est choisir les pensées qui construisent et non celles qui consument. C'est nettoyer le terrain intérieur, car là où règne l'ordre, l'énergie circule. Réserve un moment de ta journée pour t'écouter. Note ce qui doit sortir de ta tête. Ferme les onglets mentaux qui ne servent plus. Simplifie ce qui est devenu trop complexe. Aucun progrès n'est possible lorsque l'esprit est plein de bruit. Pense à ton esprit comme à un temple. Chaque pensée qui y entre est une offrande, et c'est toi qui décides si tu y apportes des fleurs ou des déchets. L'environnement intérieur que tu crées détermine le type de vie que tu mènes. La clarté est une forme de paix. Et la paix n'est pas l'absence de problème, c'est l'espace pour voir les solutions. C'est pourquoi chaque fois que tu sens le chaos s'approcher, respire profondément et répète « Quand je m'organise à l'intérieur, tout s'harmonise à l'extérieur. » Parce que la confusion coûte cher. Elle vole ton énergie, ta concentration et tes opportunités. Mais l'esprit organisé est un phare. Il éclaire ce qui compte. Et le reste, simplement, cesse de peser. Pratique 9. L'énergie des commencements. Tout changement commence dans un instant silencieux, le moment où tu décides de faire autrement. Cela peut sembler insignifiant. Se lever plus tôt, respirer avant de réagir, éteindre le téléphone, remercier au lieu de se plaindre. Mais c'est dans ces gestes presque invisibles que le destin commence à se réorganiser. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de ton esprit. Et la manière dont tu termines la nuit façonne la paix qui t'accompagne pendant ton sommeil. Les stoïciens le savaient et considéraient les commencements comme des rituels sacrés. En se réveillant, Marc Aurèle écrivait « Quand tu t'éveilles, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de sentir et d'aimer. » Il ne voyait pas l'aube comme une routine, mais comme une renaissance. Le commencement est une chance de réinitialiser l'âme, de purifier les excès, de réaligner les intentions et de choisir qui tu veux être dans ce nouveau cycle qui débute, qu'il s'agisse du cycle d'un jour, d'un mois ou d'une vie entière. Beaucoup perdent le pouvoir des commencements parce qu'ils se réveillent en mode automatique. Ils se lèvent en portant le poids d'hier, se couchent en craignant déjà demain. Mais le vrai commencement exige de la présence. Il exige de regarder le moment présent avec révérence, comme si tu tenais entre tes mains quelque chose de fragile et de sacré. Alors, avant de plonger dans le bruit du monde, respire. Sens la légèreté du matin, fais quelque chose qui te ramène à ton axe. Lis une phrase, médite, range ton espace ou simplement remercie. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une construction du temps. Parce que la manière dont tu commences ta journée détermine ce que la journée fera de toi. Et lorsque la nuit viendra, ralentis. Ferme les écrans, ferme le bruit et ouvre le silence. Revois ce que tu as vécu, apprends de ce qui t'a blessé, reconnais ce qui a grandi. Le repos est le point de départ du prochain commencement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis. » Eh bien, réagir commence avant d'agir. Cela commence dans